La richesse de Nicolas Mercier, homme d'affaires prospère, n'avait pu lui offrir son vœu le plus cher, entendre la voix de son fils unique, Léo, que tous considéraient comme sourd de naissance. Des années s'étaient écoulées dans un silence pesant, ponctué de diagnostics médicaux sans appel, dans une grande maison de campagne en Provence dont les murs ne renvoyaient que le vide. Et si la clé de l'énigme ne résidait pas dans l'ouïe de l'enfant, mais qu'elle était là, sous leurs yeux, attendant une personne capable non pas de soigner, mais d'observer? La révélation que s'apprête à faire une nouvelle employée va bouleverser toutes leurs certitudes. L'origine du mutisme du jeune garçon est un secret que nul, absolument nul, n'aurait pu concevoir. Nicolas Mercier menait une existence solitaire dans son immense et silencieux mas provençal, non loin d'Aix-en-Provence. La bâtisse, aux murs de pierre ancienne, était cernée par des champs de lavande et des oliveraies à perte de vue. À l'intérieur, un froid glacial semblait régner, contrastant avec l'accablante chaleur estivale du sud. Nicolas avait connu le bonheur familial, mais tout s'était effondré le jour où sa femme, Valérie, avait perdu la vie dans un accident de voiture sur une petite route départementale. Depuis, il élevait seul son fils unique, Léo. On avait diagnostiqué à Léo une surdité congénitale. Il n'avait jamais prononcé le moindre mot et ne manifestait aucune réaction au son. Les spécialistes avaient confirmé ce état de fait dès le début, et Nicolas s'était résigné à adapter leur vie. La maison était truffée d'équipements spécialisés, des lumières clignotantes pour signaler une présence à la porte, des réveils à vibration, des écrans pour sous-titrer les émissions. Une panoplie technologique complète, mais inefficace. Léo demeurait inatteignable, prisonnier de sa bulle de silence. Chaque jour, Nicolas déambulait dans les couloirs de la demeure, le sentiment de vide s'amplifiant. Le mas, bien que spacieux et meublé, lui paraissait déserté, sans âme. Léo passait ses journées immobile, assis devant une fenêtre, le regard perdu. Il ignorait les jouets, ne souriait, ne pleurait, n'exprimait aucun désir. Son visage était une énigme, une page blanche. Inlassablement, Nicolas tentait de nouer le contact. Chaque matin, il s'agenouillait devant son fils, lui parlant doucement, guettant un signe de compréhension. Il utilisait le langage des signes, des dessins, des mimes, mais le regard de Léo restait fuyant, comme s'il voyait à travers lui. La colère avait laissé place à une immense lassitude, une tristesse infinie. Il s'accrochait à l'idée que derrière ce mur de silence, une conscience, une émotion existait. La chambre de Léo, décorée avec soin, était un havre de paix, mais rien n'y faisait. Nicolas avait l'impression de s'adresser à un fantôme. Il passait parfois des heures à l'observer, espérant un tressaillement, un minuscule changement d'expression. Mais Léo restait de marbre, enfermé dans son univers secret. Pourtant, Nicolas ne baissa jamais les bras. Il instaura une routine stricte, pensant qu'elle apporterait à Léo un sentiment de sécurité. Le petit déjeuner se déroulait en silence. Nicolas servait toujours une baguette avec de la confiture et un bol de lait. Léo mangeait mécaniquement, le regard fixé sur son assiette. Puis venait l'heure de la lecture dans le salon. Nicolas s'installait dans un vieux fauteuil et lisait à haute voix des contes de fées ou des fables, en y mettant tout son cœur, en mimant les actions, en exagérant les intonations. Léo restait impassible. Mais Nicolas persistait. Les après-midi étaient consacrés à une promenade dans le jardin. Nicolas décrivait la nature, les arbres, le ciel, parlant sans discontinuer pour combler le silence. Léo le suivait à quelques pas, indifférent. Parfois, Nicolas s'arrêtait pour lui montrer une fleur ou un arbre par un geste, mais Léo ne le regardait que rarement. Le soir, après le bain et le pyjama, Nicolas racontait une dernière histoire avant d'éteindre la lumière, un conte mettant en scène un jeune héros muet qui accomplissait de grandes choses, dans l'espoir que Léo s'y identifie. Il scrutait le visage de son fils, à l'affût du moindre signe, mais en vain. Il quittait alors la chambre, le cœur lourd. Seul dans sa chambre, il ressassait son impuissance. Valérie lui manquait cruellement. C'est elle qui incarnait l'optimisme, persuadée que Léo finirait par les surprendre. Il était désormais seul à porter cet espoir vacillant. Chaque nuit, il se jurait de ne pas renoncer. La maison était devenue sa prison, chaque objet ravivant le souvenir d'un bonheur perdu. La tasse de Valérie trônait toujours sur une étagère, une photo de famille sur la cheminée. La poussière s'accumulait, témoin du temps suspendu. Nicolas errait dans les pièces, touchant les meubles, allumant les lumières, cherchant une présence illusoire. Le silence était omniprésent. Pour ne pas sombrer dans la folie,
Nicolas se parlait à lui-même, racontant sa journée, ses pensées, ses souvenirs. C'était sa manière de lutter contre le néant. Malgré son chagrin, il gardait au fond de lui la conviction qu'un jour, Léo briserait ce silence. Il imaginait un geste, un son, un regard. Il était persuadé que sa patience et son amour finiraient par atteindre son fils. Il ne lui en voulait pas. Il redoublait d'efforts pour lui offrir un environnement protecteur, convaincu que Léo finirait par exprimer ce qu'il ressentait. Cette croyance était son moteur, la force qui le poussait à se lever chaque matin, à poursuivre cette routine immuable. Chaque jour était une nouvelle chance, une occasion de franchir le mur qui les séparait. Même épuisé, même sans le moindre signe d'amélioration, il continuait, persuadé qu'un jour, tout changerait. Chloé Dubois arriva au Mas Mercier avec pour tout bagage une petite valise. Tenue simple, cheveux relevés, le regard las. Elle avait fait un long voyage, autant géographique qu'intérieur. Quelques mois plus tôt, elle avait perdu son nouveau-né. La douleur, bien que tue, était toujours vive. En voyant l'offre d'emploi pour un poste de gouvernante en pleine campagne, elle avait postulé sans réfléchir. Elle ne cherchait pas une carrière, mais une fuite, un lieu calme pour oublier. L'austérité du Mas ne la rebuta pas, elle s'y sentit même à sa place. Quand Nicolas lui ouvrit, elle le salua d'une voix posée. Elle ne chercha pas à se montrer engageante. Ce n'était plus dans sa nature. Nicolas avait été surpris par Chloé lors de l'entretien. Il était habitué à des candidates exubérantes ou faussement amicales. Chloé était différente. Réservée, à l'écoute, elle ne parlait que lorsque c'était nécessaire. Son respect pour le silence ambiant l'avait interpellé. Il avait senti qu'elle comprenait l'atmosphère de la maison. Elle n'avait posé que des questions pratiques sur ses tâches et ses horaires. Son regard était direct, mais sans insistance. Après un instant d'hésitation, Nicolas l'engagea. L'accord fut conclu sobrement. Elle commencerait le lendemain. Il lui indiqua sa chambre, à l'arrière de la maison, et la laissa s'installer. En défaisant sa valise, Chloé sortit ses quelques affaires et une photo de son bébé, qu'elle rangea dans un tiroir. La chambre était spartiate, mais cela lui convenait. Le silence de la maison l'apaisait. Elle fit le tour des lieux, observant les pièces fermées, les meubles sous des draps, sans chercher à en savoir plus. Chloé était observatrice, pas indiscrète. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, elle trouva le sommeil. Le lendemain, Nicolas lui confia ses tâches, entretien de la maison, rangement de la chambre de Léo. Il évoqua brièvement son fils, le décrivant comme un enfant calme avec ses propres habitudes. Chloé acquiesça sans poser de questions, sachant que le temps lui apprendrait ce qu'elle devait savoir. En passant devant la chambre de Léo, elle l'aperçut par la porte entr'ouverte. Il était assis par terre, serrant une peluche, le regard vide. Elle l'observa un instant, touchée par sa solitude, une solitude qui lui était familière. Elle referma doucement la porte. Les jours suivants, Chloé s'acquitta de son travail avec une discrétion et une efficacité remarquables. Elle comprit vite le rythme de la maison, les repas silencieux, Nicolas reclus dans son bureau, Léo livré à lui-même. Elle ne chercha pas à bousculer cet ordre. Un simple signe de tête suffisait lorsqu'elle croisait Léo. Elle respectait sa distance. Elle réorganisa discrètement la cuisine, apportant une touche d'ordre et de propreté. Nicolas remarqua son travail, appréciant sa présence apaisante. Dans cette maison hantée par le silence et les souvenirs, sa discrétion était un baume. La relation entre Chloé et Léo se tissa sans mots. Elle ne cherchait pas à le distraire, mais à l'observer. Elle remarqua ses habitudes, la même peluche, le même coin de la pièce, son regard suivant les jeux de lumière. Elle adapta ses heures de ménage pour ne pas le déranger. Elle commença à lui laisser de petites attentions, une couverture, un verre d'eau, un livre d'images. Elle n'attendait rien en retour, mais continuait, simplement pour marquer sa présence. Elle ignorait encore que ses gestes commençaient à avoir un impact. Sans le savoir, Chloé voyait en Léo ce que personne d'autre ne voyait. Elle se mit à l'observer plus attentivement. Tout en accomplissant ses tâches, elle guettait ses réactions. Un après-midi, elle fit tomber une cuillère en bois. Le bruit, bien que léger, fit sursauter Léo. Il tourna la tête. Chloé s'immobilisa, intriguée. Un enfant totalement sourd aurait-il réagi?
Cela lui sembla significatif. Dès lors, elle décida de tester ses réactions. Le lendemain, elle marcha dans le couloir, d'abord à pas feutrés, puis en marquant davantage le pas. Léo, assis près de sa porte, inclina la tête. Le soir, dans la cuisine, elle frappa 2 fois le sol avec son balai. Léo, qui dessinait à proximité, cligna des yeux et regarda autour de lui. Une autre réaction. Elle commença à se demander s'il ne percevait pas les vibrations ou les sons de basse fréquence. Elle poursuivit ses expériences discrètement, sans en parler à Nicolas. Un jour, en époussetant une bibliothèque, elle tapa sur le bois. Léo, assis non loin, tourna la tête. Un autre jour, le bruit du balai le fit réagir. Elle constata qu'il était plus sensible aux sons graves et aux vibrations des pas lourds. Le monde de Léo n'était peut-être pas aussi silencieux qu'on le croyait. Il ne percevait peut-être pas les voix, mais il était sensible aux mouvements et aux pressions de son environnement. Chloé ne tira aucune conclusion hâtive. Elle continuait à observer, à tester, à mémoriser chaque détail. Ses réactions, bien que minimes, étaient cohérentes. Elle se persuada de plus en plus que Léo n'était pas si isolé qu'il y paraissait. Il percevait le monde à sa manière. Un soir, elle entra dans la salle à manger et frappa du pied sur le parquet. Léo tourna la tête. Elle recula ensuite sans bruit. Il ne bougea pas. Elle répéta l'expérience plusieurs fois, avec le même résultat. Elle comprit que ses sens fonctionnaient différemment. Ce n'était pas de l'audition classique, mais une perception plus globale. Elle avait besoin de plus de temps pour comprendre avant d'en parler à Nicolas. Mais pour elle, ces micro-réactions étaient éloquentes. Léo n'était pas insensible, il communiquait à sa façon. À la fin de la semaine, elle était convaincue qu'il n'était pas totalement coupé du monde. Elle changea son approche, testant de nouvelles stimulations sonores ou vibratoires, en douceur. Au fond d'elle, une certitude grandissait, Léo ressentait bien plus qu'il ne le laissait paraître. Le garçon que tous pensaient perdu était peut-être sur le point d'être retrouvé. C'était un après-midi ordinaire. En nettoyant un placard dans une chambre d'amis, Chloé découvrit, sous une pile de linge, un écouteur sans fil. Après l'avoir nettoyé, elle le posa sur une table. Plus tard, une idée lui vint. Sans trop savoir pourquoi, elle décida de tenter une expérience. Elle connecta l'écouteur à son téléphone, choisit une musique instrumentale douce et s'approcha de Léo. Délicatement, elle plaça l'écouteur près de son oreille droite. Au début, rien ne se passa. Léo restait immobile, le regard absent. Puis, son expression changea. Ses yeux s'agrandirent, sa tête s'inclina comme s'il cherchait l'origine d'un son. Le cœur de Chloé s'emballa. La réaction était nette, différente des précédentes. Elle ne dit rien, attendant. La tête de Léo s'inclina encore, ses sourcils se froncèrent en signe de concentration. Elle retira l'écouteur et coupa la musique. Le lendemain, elle renouvela l'expérience avec des sons de la nature, cette fois sur l'oreille gauche. Léo cligna des yeux, releva la tête, ses doigts se desserrèrent sur sa peluche. Son visage semblait plus éveillé. Il esquissa un mouvement des lèvres, comme s'il goûtait le son. Ce n'était pas un réflexe. Il était conscient. Chloé fut submergée par l'émotion. Elle testa d'autres mélodies, toujours douces. À chaque fois, Léo réagissait. Non pas par la peur, mais par la curiosité. Les jours suivants, elle continua ses tests, en veillant à ne pas le brusquer. Elle approchait l'écouteur, parfois sans même le mettre dans son oreille. Et chaque fois, Léo réagissait, inclinant la tête, clignant des yeux. Une fois, sur un air de piano, il esquissa un sourire fugace. Chloé retint son souffle. C'était la preuve. Léo ne sentait pas seulement des vibrations, il entendait. Quelque chose en lui s'éveillait. Elle décida de ne rien dire à Nicolas, voulant être absolument certaine. Cette découverte était trop capitale. Elle continua sa routine, mais profitait de leurs moments seuls pour tester de nouveaux sons. Léo réagissait différemment à la musique, au bruit de la nature, aux voix. Elle nota sa préférence pour l'oreille droite. Ces changements subtils étaient pour elle une révélation. Quelque chose en lui avait été ignoré. Un après-midi, elle s'assit face à lui. Leurs regards se croisèrent. Elle mit la musique et approcha l'écouteur.
Cette fois, Léo tourna la tête vers la source du son. Son visage se détendit, un sourire apparut. C'était indéniable. Il entendait. Pour Chloé, c'était un tournant décisif. Chloé n'endormait plus la nuit. Les réactions de Léo au son la hantaient. C'était réel, mais contredisait tout ce qu'on lui avait dit. Et s'il n'était pas sourd? Un matin, en nettoyant près d'une ancienne infirmerie, elle remarqua un placard à la serrure forcée. Poussée par la curiosité, elle l'ouvrit. À l'intérieur, des boîtes et des flacons poussiéreux. Elle déchiffra les étiquettes. Des noms chimiques complexes. Elle prit des photos discrètement. Le soir, dans sa chambre, elle fit des recherches. Certains médicaments étaient des antibiotiques, d'autres des traitements neurologiques. L'un d'eux attira son attention. Plusieurs sites mentionnaient un effet secondaire grave chez les enfants, des troubles auditifs, parfois irréversibles. Chloé relut plusieurs fois, incrédule. L'avertissement était clair, une utilisation prolongée pouvait endommager le nerf auditif. L'idée que Léo ait pu prendre ce médicament la glaça. Le lendemain, elle retourna au placard. Certains flacons portaient le nom de Léo, avec des dates. La preuve était là. Ces médicaments lui avaient été administrés. Assise par terre, un flacon à la main, les questions se bousculaient dans sa tête. Pourquoi? Qui les avait prescrits? Nicolas était-il au courant des risques? L'hypothèse que sa surdité ne soit pas congénitale, mais la conséquence d'un traitement, lui parut soudain plausible. Un malaise profond l'envahit. Quelque chose clochait. Elle n'en parla pas à Nicolas. Comment aborder un sujet aussi sensible sans preuves irréfutables? Elle craignait sa réaction. Mais elle ne pouvait ignorer sa découverte. Les réactions de Léo au son prenaient un sens nouveau. Elle réalisa que personne n'avait vraiment observé Léo depuis longtemps. Le diagnostic avait été accepté, et on était passé à autre chose. Léo avait été enfermé dans un monde de silence, et personne n'avait vérifié si la porte était vraiment verrouillée. Ses mains tremblaient en reposant les flacons. Elle en était maintenant certaine. Les jours suivants furent éprouvants. Elle continuait son travail, l'esprit ailleurs. Chaque regard sur Léo était empreint de cette nouvelle connaissance. Ses moindres réactions confirmaient ses soupçons. Léo entendait, même faiblement. Et si c'était vrai, tout devait changer. Elle voulait l'aider, mais ne pouvait agir seule. Elle continua à rassembler des informations, des articles médicaux, se préparant à une confrontation inévitable. Un soir, en regardant les photos des flacons, une pensée la frappa. Et si tout le monde, y compris Nicolas, anéanti par le deuil, avait négligé les signes que Léo envoyait peut-être depuis des années? Elle se sentit investie d'une responsabilité. Elle n'avait pas toutes les réponses, mais une chose était sûre, une partie de l'histoire de Léo avait été occultée. Au fond d'elle, une conviction s'ancrait, Léo n'avait jamais été vraiment écouté. Chloé savait qu'elle devait aller plus loin. Après des jours de réflexion, elle décida de tenter une nouvelle expérience avec Léo. Ce matin-là, elle le trouva dans sa chambre, assis avec sa peluche. Le soleil filtrait à travers la fenêtre. Elle s'assit en face de lui et lui montra l'écouteur. « Léo, je vais mettre un son, d'accord ?» lui dit-elle doucement. Il la regarda, ce qui lui suffit. Elle lança une douce mélodie au piano et approcha l'écouteur de son oreille. D'abord, il ne bougea pas. Puis ses yeux clignèrent, ses sourcils se froncèrent. Il semblait concentré. Il tourna légèrement la tête. Et puis, il ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Il la referma, le regard fixé sur Chloé. Puis, d'un souffle à peine audible, il murmura « Je crois que j'ai entendu maman ». Chloé fut pétrifiée. Les mots, hésitants, comme s'il les redécouvrait, étaient là. C'était la première fois qu'elle l'entendait. Et ce mot, maman, la bouleversa. Ses mains tremblaient. Le temps sembla suspendu. Léo avait repris sa peluche, mais son visage avait changé. Ses lèvres étaient encore entr'ouvertes, comme surpris par sa propre voix. « Léo, » chuchota Chloé, « peux-tu le redire ?» Il détourna le regard, sans peur, mais silencieux. Elle n'insista pas. L'essentiel était là. Il avait parlé. Spontanément.
quelque chose en lui s'était réveillé. Ce mot, maman, était lourd de sens. Chloé retint ses larmes pour ne pas l'effrayer. Son esprit était en ébullition, mais son cœur était léger. La voix de Léo, bien que fragile, existait. Il avait des souvenirs, des émotions enfouies. Tout ce que les médecins avaient affirmé était faux. Pourquoi ce mot? Un souvenir déclenché par la musique? Un besoin irrépressible de le dire? Chloé comprit que ce n'était pas qu'une simple réaction, mais une tentative de communication. Elle essuya une larme discrètement. Léo avait retrouvé sa posture habituelle, mais la pièce semblait transformée. Un événement capital venait de se produire. Léo avait décidé de parler. Quelque chose l'avait touché au plus profond. Chloé ne savait pas comment, mais ce n'était pas un hasard. C'était un début. Elle se leva, lui sourit. « Merci, Léo » murmura-t-elle avant de le laisser. Son cœur était un mélange de joie et de poids. Ce n'était plus un doute. En marchant dans le couloir, ses idées s'éclaircirent. Elle avait vu, elle avait entendu. Elle comprenait son rôle. Elle n'était pas là par hasard. Léo avait ouvert une porte, et elle devait la protéger. Elle ne ferait pas de promesses en l'air, mais elle serait sa voix, son soutien. Le monde l'avait cru insensible, muet. Le monde avait tort. Léo avait une voix, et Chloé la protégerait. Chloé décida de renouveler l'expérience sonore avec Léo. L'écho de ses premiers mots résonnait encore en elle. Cet après-midi-là, dans sa chambre, Léo l'observait. Elle lui sourit, prépara son téléphone et l'écouteur. « Prêt ?» murmura-t-elle. Il resta calme. Elle approcha l'écouteur. La musique commença. Léo cligna des yeux, inclina la tête. Alors qu'il ouvrait la bouche pour parler, la porte s'ouvrit violemment. Nicolas était là, le regard stupéfait, puis furieux. « Qu'est-ce que vous faites ?» hurla-t-il. Sa voix tonitruante emplit la pièce. Chloé se leva d'un bond. « Ce n'est pas ce que vous croyez, tenta-t-elle. Vous lui mettez du son? Il est sourd. » Léo, effrayé, recula. « Vous n'aviez pas le droit. » cria Nicolas, hors de lui. C'est alors que l'inattendu se produisit. Léo lâcha sa peluche, se leva et se réfugia dans les bras de Chloé, s'agrippant à elle. Nicolas et Chloé se turent, stupéfaits. Puis, d'une voix claire, Léo dit « J'ai entendu un son ». La colère de Nicolas s'éteignit. Il regardait son fils, sans voix. Léo, toujours blotti contre Chloé, leva les yeux vers son père et répéta « Cette fois, j'ai entendu ». Sa voix était faible, mais déterminée. Nicolas, bouche bée, ne pouvait articuler un mot. Des années de certitude venaient de s'effondrer. Léo, son fils sourd, parlait. Le moment était irréel. Chloé posa une main rassurante sur le dos de Léo. Nicolas les fixait, incrédule. Son monde venait de voler en éclats. Le silence se fit. Nicolas s'assit sur le lit, le regard fixé sur son fils. « Redis-le » demanda-t-il d'une voix blanche. Léo hocha la tête. « J'ai entendu. » La vérité venait d'éclater. Nicolas se prit la tête entre les mains. Quand il la releva, son expression avait changé. Un mélange de fatigue, de douleur et d'ouverture. « Depuis quand ?» demanda-t-il à Chloé. Elle lui raconta tout, ses observations, l'écouteur, les médicaments. À la mention des médicaments, Nicolas se crispa. « Je pensais l'aider » murmura-t-il. « Je ne savais pas. »« Il est peut-être temps d'arrêter » suggéra Chloé. Nicolas ne discuta pas. « Arrêtez tout aujourd'hui » dit-il fermement. Les jours suivants, tout changea. Nicolas ordonna au médecin de cesser le traitement. Chloé continua ses séances avec Léo, qui progressait à vue d'œil. Il souriait, répondait à son nom, répétait des mots. Le silence du mas se peuplait de nouveaux sons. Nicolas observait son fils, redécouvrant cet enfant qu'il avait si mal jugé. Chloé consignait chaque progrès. Les vieilles routines laissèrent place à une nouvelle vie, faite d'expérimentation et de découvertes. Il n'y avait plus de doute, Léo entendait. Pas parfaitement, mais il entendait.
Nicolas le vit rire devant un dessin animé, taper du pied en rythme, demander à réécouter une chanson. La vérité, si longtemps enfouie, était enfin révélée. Le chemin serait long, mais une porte s'était ouverte. Pour la première fois, un lien réel se créait entre le père et le fils. Un soir, Nicolas dit simplement à Chloé « Merci ». Elle hocha la tête. Son rôle n'était pas fini, mais elle n'était plus seule. La vérité avait tout changé. Impossible de revenir en arrière. Même avec les progrès de Léo, l'affaire des médicaments la tourmentait. Il lui fallait un avis d'expert. Un soir, elle prit un flacon et le lendemain, le montra à une amie médecin, le docteur Manon Leroy. « Peux-tu me dire si cela peut nuire à l'audition d'un enfant ?» lui demanda-t-elle. Manon examina le flacon. « C'est un produit puissant, pas pour les enfants, surtout sur le long terme. » Elle promit de se renseigner. Le lendemain, elle rappela Chloé. « Tu avais raison de t'inquiéter. La substance était connue pour ses effets néfastes. » Elle expliqua à Chloé que le principe actif pouvait entraver le développement du nerf auditif chez les jeunes enfants. Le flacon indiquait une administration prolongée. Puis Manon remarqua le nom du prescripteur, Dr Jean-Pierre Dupont. Ce nom me dit quelque chose. Après vérification, elle fit une découverte accablante. Le docteur Dupont avait été radié de l'ordre des médecins pour pratiques contraires à l'éthique. Il avait mené des essais cliniques illégaux sur des enfants avec des médicaments non autorisés, pour le compte de laboratoires privés. Chloé fut horrifiée. Ce n'était pas une erreur, c'était un acte délibéré. Léo avait servi de cobaye. De retour au mas, les mains tremblantes, elle attendit que Léo soit couché pour tout révéler à Nicolas. Elle lui montra les documents. Nicolas lut, le visage blême. En découvrant que le docteur Dupont avait été radié, il laissa tomber les papiers, anéanti. « Je lui faisais confiance », murmura-t-il. « J'ai tout cru. Je l'ai laissé faire. » Chloé le laissa accuser le coup. « Il a fait ça à mon fils, dit-il, la voix brisée. »« Mais maintenant nous savons, » répondit Chloé. « Nous pouvons agir. J'aurais dû le protéger. J'ai échoué. Vous ne pouviez pas savoir. Vous étiez en deuil, vulnérable. Ça n'excuse rien. Rester dans la culpabilité n'aidera pas Léo. Il s'éveille. Il faut aller de l'avant. » Nicolas acquiesça. « Vous avez raison. » Ils passèrent la nuit à élaborer un plan, nouvelle expertise médicale, collecte de tous les dossiers, contact avec un avocat. Nicolas, bien que secoué, était prêt à se battre. Une nouvelle dynamique s'installa entre eux. La tristesse avait fait place à la détermination. Ils étaient une équipe, luttant pour la justice de Léo. Dès le lendemain, ils passèrent à l'action. Nicolas prit rendez-vous avec un spécialiste à Marseille. Chloé organisa les documents, relevant des incohérences qui trahissaient la négligence, voire la malhonnêteté du docteur Dupont. Manon accepta de témoigner. Pendant ce temps, Léo, libéré des médicaments, s'épanouissait. Nicolas documentait chaque progrès, chaque sourire, chaque nouveau mot. Il ne cherchait pas la vengeance, mais la vérité, pour que Léo puisse enfin être reconnu. À la fin de la semaine, dans la cuisine, face à la pile de dossiers, Chloé dit « Nous avons bien avancé. » « Le chemin est encore long, » répondit Nicolas. Mais ils avaient franchi une étape cruciale. Ils ne subissaient plus, ils agissaient. Chloé était fière de la transformation de Nicolas. Il n'était plus paralysé par la culpabilité, mais un père combatif. « Léo mérite la vérité, dit-elle. Et un avenir construit sur elle, ajouta-t-il. Ensemble, ils avaient fait le premier pas vers la justice. Le mal était fait, mais ils étaient désormais maîtres de leur destin. Malgré les risques, Chloé et Nicolas portèrent plainte. Ils soumirent leur dossier aux autorités et une enquête fut ouverte. Le parcours fut semé d'embûches, messages anonymes pour Chloé, appels menaçants pour Nicolas. On les accusa d'affabulation. Mais ils tinrent bon, transmettant chaque menace à la police. L'enquête révéla d'autres victimes du docteur Dupont, d'autres enfants soumis à des traitements expérimentaux. L'affaire était solide. La date du procès fut fixée. L'heure de la vérité avait sonné. Le procès fut une épreuve, mais aussi une source de motivation. Chloé,
appelée à témoigner, se prépara méticuleusement. Elle n'était pas nerveuse, mais déterminée. Nicolas, bien que honteux, savait qu'il devait dire la vérité sur sa confiance aveugle. À la barre, Chloé raconta son histoire avec clarté. Nicolas admit sa négligence. J'étais en deuil, et j'ai fait le mauvais choix. Mais je suis ici pour le réparer. Sa voix était tremblante, mais son regard ferme. Léo n'était pas là, mais des vidéos de ses progrès furent projetées, ainsi que ses dessins, symboles de sa renaissance. La défense tenta de les discréditer, mais les preuves, et les témoignages d'autres familles, étaient accablants. Le docteur Dupont fut reconnu coupable de multiples chefs d'accusation. La salle d'audience était silencieuse à l'énoncé du verdict. C'était une victoire. De retour aux masses, l'atmosphère était changée. Un immense soulagement, et la perspective d'un nouvel avenir. Léo les accueillit avec un câlin, sentant intuitivement que quelque chose d'important s'était passé. Les semaines suivantes furent celles du renouveau. Léo fut inscrit dans une école spécialisée, avec orthophonie et soutien scolaire. Chloé l'accompagna les premiers jours. D'abord timide, il s'intégra peu à peu. Il écoutait de la musique et un jour, se mit à danser devant ses camarades, une danse maladroite mais pleine de vie. Nicolas, à qui Chloé envoya la vidéo, sourit en la regardant. La victoire judiciaire était un nouveau départ. Nicolas reprit le travail à temps partiel pour être plus présent. Il se partageait les tâches, aidant Léo dans sa nouvelle vie. L'école rapportait des progrès constants. Chloé entama une procédure d'adoption. Avec le soutien de Nicolas, elle devint officiellement la mère de Léo. En signant les papiers, elle sentit qu'un lien indéfectible se scellait. Léo lui offrit un dessin, lui, entre Chloé et Nicolas. Le dessin trônait désormais dans la cuisine. Le mas n'était plus silencieux. La musique, les rires de Léo, ses questions incessantes, ses danses improvisées, tout cela avait chassé le vide. Chloé lui avait aménagé un coin de jeu. Nicolas avait repeint les murs de couleurs vives. La maison vivait enfin. Chloé s'arrêtait parfois pour écouter, non plus le silence, mais les sons de la vie. Le rire de Léo était la plus belle des mélodies. Son foyer était enfin complet. Léo grandit, et ses capacités avec lui. La parole, autrefois impossible, devint son quotidien, grâce à une thérapie assidue. Il développa une passion pour la musique. Nicolas lui offrit des instruments, et Léo s'amusa à composer de petites mélodies sur un clavier. À l'école, on encouragea son talent. La musique devint son mode d'expression. À 10 ans, il avait déjà un petit répertoire. Chloé l'encourageait, imprimait ses partitions. Nicolas lui avait aménagé un coin musique où il passait des heures. Sa confiance en lui grandissait. Il n'était plus l'enfant effacé d'autrefois. Son passé était là, mais ne le définissait plus. Un jour, l'école informa Chloé qu'une fondation souhaitait honorer Léo pour ses progrès exceptionnels. Nicolas fut ravi. Il le mérite. Léo, simple et fier, demanda « Je peux jouer une chanson ?» La cérémonie eut lieu le mois suivant. Léo devait recevoir une médaille. Il prépara une de ses compositions. Le soir de l'événement, l'auditorium était comble. Quand son nom fut appelé, Léo monta sur scène, calme et digne. Après avoir reçu sa médaille, le présentateur lui demanda s'il voulait dire un mot. Léo prit le micro. Le premier son que j'ai entendu, dit-il lentement, venait de son cœur. Il se tourna vers Chloé. Un murmure ému parcourut la salle. Chloé, en larmes, se couvrit la bouche. Nicolas, à ses côtés, souriait, fier. Elle a cru en moi, continua Léo. Elle a écouté quand personne ne le faisait. C'est là que j'ai commencé à entendre. Il conclut par un simple « merci » et rejoignit sa place. Chloé le serra dans ses bras. « Je suis si fier de toi. » Ils restèrent là, main dans la main, savourant ce moment de reconnaissance. Le passé, la douleur, la culpabilité, tout cela faisait partie de leur histoire, mais ne les définissait plus. C'était le terreau sur lequel s'était construite leur famille. De retour aux masses, une paix profonde régnait. Léo posa sa médaille près de son clavier et se mit à fredonner. Chloé et Nicolas l'observaient depuis le seuil. « Quel chemin parcouru » dit Nicolas. « Et ce n'est pas fini » répondit Chloé.
La maison était emplie de vie. Léo avait appris à communiquer, à faire confiance, à aimer. Il n'était plus le garçon du silence, mais celui qui partageait sa voix et son cœur. 5 ans plus tard. Nicolas, 50 ans, fut réveillé par des pas dans le couloir. Léo, 12 ans, étudiait avant de partir à l'école. Papa. Tu as vu ma présentation sur le système circulatoire? Dans la cuisine, Léo, en uniforme, révisait ses notes. Le rêve de devenir médecin était plus fort que jamais. Monique, 65 ans, veillait toujours sur eux. Ils révisèrent ensemble. Léo était insatiable de connaissances. En route pour l'école, il parla de son projet de science, l'impact de l'amour familial sur la guérison. C'est notre histoire, papa. Nicolas le regardait dans le rétroviseur, ému par sa maturité. Je suis fier de toi, Léo. Moi aussi, papa. D'avoir lutté, de m'avoir choisi. À l'école, Léo, devenu leader de sa classe, organisait des projets caritatifs. Il n'oubliait pas d'où il venait. Le docteur Stéphane Petit confirma la parfaite santé de Léo. Tous les effets secondaires avaient disparu. Le soir, Nicolas alla chercher Léo, qui arborait une nouvelle médaille. J'ai gagné le concours de rédaction de la ville. Il avait écrit sur les secondes chances et les familles de cœur. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent au parc de son enfance. Papa, dit Léo, tu te souviens quand Chloé a dit qu'elle allait mettre un son dans mon oreille? Elle n'a pas seulement mis du son dans mon oreille, elle a mis du son dans toute notre vie. Nicolas serra son fils contre lui. Chloé, qui étudiait la médecine à Paris, restait très présente dans leur vie. Ce soir-là, Léo annonça sa décision, il serait médecin, et il aiderait les enfants sourds à trouver la vérité. Nicolas sourit. Son fils avait trouvé sa vocation. Plus tard, dans son bureau, Nicolas regarda les souvenirs encadrés au mur, la première photo de Léo souriant, un de ses dessins, une lettre de Chloé. Il prit une feuille et commença à écrire une lettre, la préface de son futur livre. Une lettre d'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus, un témoignage sur le pouvoir de l'amour et de la présence. Dehors, la nuit provençale était calme. À l'intérieur du mas, 2 êtres que la vie avait réunis dormaient en paix. Le silence, né d'un mensonge, avait engendré une vie d'amour et de sens. Une histoire sans fin, car l'amour véritable est éternel, et la vérité, une fois révélée, ne peut plus être tue. Si vous avez vécu une histoire similaire, partagez-la. Votre témoignage est précieux. Dites-nous d'où vous venez et comment cette histoire vous a touché.